Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, une édition largement consacrée aux éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Le sommaire du Club, c'est parti. Le public des Lions de l'Atlas retient son souffle avant ce choc contre le Gabon en éliminatoire du Mondial 2018. Un match qui se jouera à guichet fermé sur la pelouse du complexe Mohamed V de Casablanca et que les hommes d'Hervé Renard se doivent de remporter pour rester en course en vue d'une qualification pour le Mondial. Dernière ligne droite dans la course à la Coupe du Monde 2018 en Russie et suspense sur le globe. L'Argentine de Lionel Messi est en position inconfortable. La Syrie va disputer un pré-barrage pour continuer à rêver. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe, n'est pas si bien placé. En Italie, on commence à s'inquiéter du niveau de Gianluigi Buffon, plus vraiment décisif pour le sextuple champion d'Italie, la Juventus, encore moins pour la Squadra Azzurra, même si les difficultés de Buffon sont un peu un sujet tabou en Italie. Et pour m'accompagner ce soir dans le club, la Dream Team, avec notamment à ma gauche, mon ami Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Salut cher ami, bonsoir tout le monde. À ma droite, Reda Alleli. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Reda qui choisit, bien entendu, le début de l'émission pour nettoyer ses lunettes. C'est pour mieux voir ta veste bleue. Exactement. Elle m'avait... La formidable et fascinante. Elle a créé de la buée, elle a fait de la buée. Elle est assortie au décor de... Elle est assortie au décor de l'émission ma veste bleue et la table rouge. Du côté de Amin Rahmouni, le Wydad de Casablanca, ça vient de se terminer, tenu en échec un partout en Coupe du Trône face à la Renaissance de Berkane. Une rencontre, et ça on le déplore, qui a été interrompue à la 67e minute après de nouveaux actes de vandalisme, d'hooliganisme. Ouais, sauf que c'est Berkane qui était tenu en échec, parce qu'elle menait 1-0 longtemps, donc avant de prendre le but de Khedrouf. Maintenant, voilà, je trouve que c'est toujours malheureux cette histoire de devoir délocaliser des matchs comme ça. Ça s'est joué devant des tribunes relativement vides, avec une équipe du WAC relativement amoindrie, parce que bon, on sait qu'entre les blessures et les départs en sélection, il n'y avait que 4 titulaires, il me semble, ou 5. Mais bon, une équipe largement remaniée avec des joueurs qui disputaient leur premier match. Maintenant, ça fait un partout. C'est pas si mal payé pour ce club qui avait mal commencé sa saison, on va dire, à part en Champions League, parce que bon, il reste sur un match en Botola qu'il a perdu à domicile. Et là, en Coupe du Trône, effectivement, il a été longtemps mené. Un partout, on verra en match retour ce que ça va donner. Donc, moi, je pense un seul match en Botola. Voilà, un Botola, un seul match, effectué une défaite face au FUS. Et un partout à l'aller face à Berkane, on verra ce que ça va donner au match retour quand on reprendra les hostilités. Mais bon, on va dire que c'est pas cher payé pour Berkane qui a fait un bon match. Voilà, la Renaissance de Berkane qui a réussi donc ce match nul en huitième de finale aller. Le Wydad, je vous le rappelle encore, qui est auteur, lui, d'un match nul 0-0 en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Parlons maintenant du sujet essentiel de cette édition, de cette semaine, un petit peu partout en Afrique et pas que. Bien sûr, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et un rendez-vous très très important, ce match contre le Gabon samedi à Casablanca. Alors on reste sur une double journée face au Mali, un 6-0 étincelant et puis un piètre match nul 0-0 face au Mali en déplacement. À quelle équipe du Maroc doit-on s'attendre samedi, Reda? La version, je pense, contre le Mali, c'est les mêmes conditions. Contre le Mali au Mali ou non, contre le Mali à Rabat, mais cette fois à Casa. Non, mais c'est vrai, c'est la même configuration. C'est une équipe qui a pu montrer qu'elle savait être conquérante. Bon, ça arrivait très rarement, mais là, on n'a plus trop le choix. Moi, je pense que entre le soutien du public, une espèce d'allant il va se produire quelque chose. Sinon, c'est pas la peine de continuer à rêver de Coupe du Monde. Ce quelque chose doit commencer à se produire contre le Gabon samedi, sachant que, c'est important de le dire, même si on a l'air un peu ridicule en le disant, que même un match nul ne nous élimine pas. Bien sûr. Voilà, mais il faut le dire, mathématiquement, on serait toujours vivant. Voilà, alors moi je m'attends à la version après. Si tu regardes bien la façon dont ça s'est déroulé contre le Mali, on a la chance d'ouvrir le score très rapidement, de tomber sur des faiblesses maliennes étonnantes. Des faiblesses arbitrales étonnantes. Des faiblesses arbitrales, mais il faut que ça se goupille bien. Moi je suis très confiant sur samedi, moi je vous le dis, ça va très bien se passer. Alors, pour moi, ce samedi me rappelle
ce match formidable contre la Zambie en 93. Et je n'ai de cesse de le rappeler parce que pour moi, ça reste mon plus beau souvenir en tant que Marocain amoureux du foot. La première du Haji, effectivement, Mustafa. Et le Récit, un match que j'ai commenté, c'était le 10 octobre 1993. C'est pas pour ça que j'en parle, je suis désolé. Non, mais ça me rappelle un souvenir merveilleux. C'est mon plus beau souvenir de foot, très honnêtement. Club et équipe nationale confondue. Même si. Non, il n'y a pas de même si. Non, je n'accepte aucun même si. L'équipe de Zambie. Oui, non, décimée, bien sûr. Décimée. Quelques mois auparavant, on avait perdu toute l'équipe, à part Kalusha Boualia. L'équipe de Zambie s'est créée une très très nette occasion de but. Voilà, exactement. Quand 100 000 cœurs marocains sont arrêtés. Exactement. Et l'arbitre de la rencontre, je m'en rappelle encore de son nom, il s'appelait Diramba. C'était même mon voisin à l'hôtel. Non. Ceci explique cela? Non, pas du tout. Plus sérieusement, donc je dis ça pourquoi? Juste un petit mot sur la Zambie. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que j'étais parti sur quelque chose de formidable et qu'on va arrêter au milieu? Tu vas t'en rappeler. Je ne sais pas si on était moins fair-play à l'époque, ou si, à l'absence de réseaux sociaux, on était moins bien informés, ou si tout simplement on était plus jeunes ou plus supporters, en tout cas moi, mais à aucun moment les Zambiens nous ont paru comme des victimes, alors que c'était objectivement le cas. Bien sûr. Sauf que techniquement, ils n'étaient pas du tout des victimes, ils étaient très très forts et ils étaient tout près d'arracher la qualification. C'est-à-dire que dans un cadre contemporain, aujourd'hui, une équipe effectivement décimée quelques mois auparavant qui vient jouer, voilà, tu l'abordes différemment. Le Chapecoense. C'est ça, voilà, exactement, Chapecoense. Alors moi, je me rappelle que je n'avais aucune sympathie pour cette équipe-là, qu'on était parti 7 heures avant. Bon, bref. Et tout ça pour dire que, comme Reda, je suis très excité par ce match, déjà parce que je trouve que cette équipe nationale a mis longtemps, très longtemps, beaucoup trop longtemps à revenir à Casablanca. Je pense que les instances fédérales ou Renard ou le président de la fédération, je ne sais qui prend ce genre de décision, aurait dû le faire il y a bien plus longtemps que ça et revenir à Casa parce que c'est un... pas parce qu'on est Kazaoué, mais bon, mais parce que je trouve on va pas blâmer Renard, à la limite, c'est Renard qui veut revenir. Je ne blâme personne. Il fallait que je sorte des noms. C'est ça de Le Maire, je crois, les matchs contre Non, je ne blâme personne. Je dis juste que les gens qui s'occupent du football ont mis beaucoup trop de temps à revenir à Casablanca. Parce qu'effectivement, je trouve que ces ambiances-là sont des ambiances extraordinaires, qu'elles nous ont beaucoup manqué et qu'elles vont très certainement donner de l'allant à une équipe nationale qui en a besoin. Parce que moi, honnêtement, je ne trouve pas que tu posais la question tout à l'heure de savoir dans quel état d'esprit on était. Je ne pense pas qu'on parte en favori, même si on joue à domicile. Je ne trouve pas qu'on a une équipe qui est flamboyante ou qui développe un jeu qui est extraordinaire. On va quand même noter le retour de certains internationaux au niveau du Gabon, notamment donc, le plus fameux d'entre eux, c'est Aubameyang. Attends, je t'arrête là-dessus. Ouais. Moi, ça fait des années que je regarde des éliminatoires africaines, des Coupes d'Afrique des Nations africaines, évidemment, pas des Coupes d'Afrique des Nations européennes, et je suis systématiquement déçu par le niveau des stars européennes. C'est-à-dire que... Je ne suis pas d'accord. C'est très rare, c'est très rare. Oui, mais bon, c'est très rare. Il y a des matchs avec Aubameyang et des matchs sans Aubameyang pour le Gabon. Il y a des matchs avec Drogba et des matchs sans Drogba. Il y avait des matchs avec Eto'o et sans Eto'o. Peut faire autant de bien. Le premier match en tout cas d'Aubameyang avec le Gabon contre le Maroc, c'était l'année dernière. Voilà. Non, en éliminatoire de la Coupe du Monde avec Roger Lemaire. Il en a planté 2 buts. Oui, 2 buts. C'est pas une star. Après, pour revenir. Non, mais il peut faire autant de bien sur le terrain que de mal dans les vestiaires. Non, que de mal dans les vestiaires. Excuse-moi, parce qu'il faut comprendre que ces gens qui choisissent leur match, je pars, je reviens, je reste, je viens jouer à Casa. On est éliminé, je viens pas, on est qualifié, j'arrive, je reviens. Ça te détruit une équipe. Mais je pense que ça fait du bien sur le terrain, mais du mal une fois sur un terrain, je pense que tout ça s'évapore. Et je vais plagier mon ami Mohamed Fakher qui avait dit ça la semaine dernière, parce que bon, on avait regardé le match Real Dortmund. Aubameyang, il a beau revenir au Gabon. Il n'est pas dit qu'Aubameyang aura les mêmes ballons qu'il a qu'à Dortmund. Ouais. Donc ça veut effectivement pas dire qu'il est le même défenseur en face que ceux qu'il a en Bundesliga. Effectivement aussi. Maintenant, par rapport justement à ce que tu disais, je pense que moi le match nul, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense que c'est un match couperé qu'il faut absolument gagner, ne serait-ce que pour la confiance à engranger avant d'aller défier la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, sachant que la Côte d'Ivoire n'a pas encore battu le Mali à Bamako et qu'on a une superbe carte à jouer. Et on ne se le dit pas assez. Moi, je préfère oublier qu'un match nul ne nous élimine pas et se dire que si on gagne ce match-là,
on aura de grandes chances d'aller en Coupe du Monde. Il faut Non, mais s'intéresser c'est un pas, peu- pour juste expliquer au public, parce que ça pourrait être important aussi Faut faire un tableau, par rapport au soutien de cette équipe nationale. Effectivement, non seulement un match nul contre le Gabon samedi n'élimine pas, mais il peut qualifier l'équipe du Maroc parce qu'il suffit. De toute façon, l'équation est bien simple pour l'équipe du Maroc. Si jamais la Côte d'Ivoire gagne vendredi, et l'équipe du Maroc aura donc bien entendu le résultat du match. Ça qui est bien. Voilà, Quoique, exactement. comme dirait Voilà, Tabar, ça on ne a va vu- pas servir on a à vu grand-chose, que- là, on- match, ça n'a pas effectivement. servi à grand-chose. Donc, semaine dernière. je disais que l'équipe du Maroc, en cas de match nul, même la victoire ne sert pas à grand-chose, la victoire face au Gabon. Si jamais la la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire bat bat le le Mali. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul truc à faire, c'est d'aller gagner en Côte Mais d'Ivoire. c'est une équipe qui a beaucoup changé. Enfin, je trouve que Hervé Renard a beaucoup changé la nature de cette équipe. Il a profondément modifié déjà l'état d'esprit. Enfin, j'ai lu cette phrase là que je vais dire sur une autre équipe, mais je vais l'appliquer à l'équipe du Maroc. Avant, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient, maintenant ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait quand même, aujourd'hui, c'est une équipe qui a une forte conscience de ses limites, qui applique un schéma tactique, certes peu ambitieux, mais en même temps valeureux par rapport à ses limites. Maintenant, il y a dans cette espèce de bloc vraiment compact, qui est dur à manœuvrer, c'est une équipe qui n'a pas pris de but, je pense, depuis le début des éliminatoires. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire quelque chose. Qui n'a pas beaucoup marqué non plus. Oui, mais voilà, le match contre c'est ça. Mali. Mais déjà, on est stable là-dessus. Après, qui a toujours réussi à se créer des occasions. Voilà. Il y a eu des occasions contre le Mali. Mais on a un problème de finition. On a un problème, c'est que ni Boueddouz, ni Boutaïeb, ni même quand on a eu un petit peu dans l'Arabie avant, n'ont été les buteurs qui auraient tué un match. Quand tu as un bloc comme ça défensif, tu as une demi-occasion, tu marques et tu passes. Mais là, ça pêche un petit peu. Alors, on espère que voilà, tout ce qu'on a loupé contre le Mali, on aura un rappel. Voilà, qu'on aura un rappel. Mais autrement, si on regarde un peu l'ADN de cette équipe, on est devant un bloc très compliqué à battre. Et on a cette réputation aujourd'hui en Afrique, chez les observateurs du foot africain, d'une équipe les gens ne sont pas contents aujourd'hui de tomber contre le Maroc. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Les équipes africaines ne sont pas contentes. Il y a 5 ans, on était éliminés avant l'avant-dernière journée. Voilà. Je vous rappelle, je ne vais pas faire du foot fiction, mais en délirant un petit peu, si on avait battu le Mali, ce qui était très possible, parce qu'on a quand même loupé un penalty, qui aurait dû être probable, on aurait même pu être qualifié samedi. Ouais. Voilà les données. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de pessimisme, et j'en faisais partie, on est aujourd'hui qualifiable, on est en vie. Voilà, c'est déjà pas mal. On est en vie pour 2 raisons. On est en vie parce que la Côte d'Ivoire a perdu inexplicablement, je dirais entre guillemets, à domicile contre le Gabon. Et parce que aussi, on a une équipe effectivement qui ne prend pas de but. Maintenant, il faut juste rappeler une chose, parce qu'on parle beaucoup du Maroc et de la Côte d'Ivoire. En allant battre la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, le Gabon s'est parfaitement remis dans la course. Il s'est parfaitement repositionné. Il a 1 point du Maroc, il a 2 points de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, venant chercher un résultat positif ici, sachant qui reçoivent le dernier match, le Mali chez eux, ils seront certainement les mieux positionnés pour aller en Coupe du Monde. C'est vrai. Ils viennent gagner. Ils viennent gagner. Bien sûr qu'ils viennent gagner. Et c'est peut-être une bonne chose pour nous aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément des équipes qui vont se mettre à 15 On n'aura derrière. pas l'autobus. On n'aura pas l'autobus, mais on aura un fer de lance devant qui est la belle transition, c'est pas mal. Aubameyang. Parlons un peu du Maroc. On a évoqué la liste la semaine dernière avec Mohamed Fakher. Effectivement, il y a plusieurs noms qui ont disparu de cette liste pour cause de blessures. Hamza Mendil, on se disait que fait Hamza Mendil dans cette liste. Il revient quand même d'une rupture des ligaments croisés. Il n'a pas joué le moindre match. D'ailleurs, notre ami Bielsa, qui a d'autres soucis, pas que Hamza Mendil, n'est pas du tout content que Hamza Mendil soit convoqué parce qu'il n'a pas joué le moindre match. Donc Hamza Mendil disparaît de la liste. Il est remplacé par Shafek. Dacosta également est forfait. On vient de l'apprendre, c'est sur le site de la fédération. Jawad Liamir, forfait également. Il est remplacé par Badr Banoun. El Haddad, forfait, et des doutes également sur la participation de Nabil Dirar. Tous les gens que tu as dit, à part Dirar, voilà, n'auraient sans doute pas été titulaires. Il a raison. Peut-être Mendil. Ça aurait été un suicide, je pense, de la part de Renard. Moi, je pense que c'est un match, globalement, on n'a pas une équipe où il y a du talent à tous les postes. Voilà, il faut être honnête, on n'a pas eu talent à tous les postes. Voilà. Donc il y a des joueurs qui sont un peu interchangeables, à condition qu'on conserve le même état d'esprit. Et je pense que Hervé Renard est garant de cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut remplacer. Il y a une inconnue, plutôt, elle n'est pas touchée, c'est est-ce qu'on va avoir le Ziyech version de luxe contre le Mali ou version Mali au Mali. Voilà, version Mali au Mali. C'est la grande question. Autrement, sur le bloc défensif, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont interchangeables. Même Banoun pourrait intervenir, Yamer n'aurait pas été. Et pourquoi pas, Reda, la titularisation
d'Achraf Hakimi en cas, bien entendu, de forfait. Oui. Non, parce que s'il y avait quelqu'un à gauche, il n'y aurait pas joué. Diarra joue très bien à gauche. Schaffer est un vrai arrière-droit de métier. Diarra, pour moi, de tous ceux si on devrait inverser un pied, enfin, mettre voilà, Diarra me semble mieux. Ou alors on met deux arrière-droits et pas d'arrière-gauche. C'est pas une mauvaise idée. Je sais pas si ça existe. En tout cas, Achraf Hakimi, et c'était la bonne nouvelle pour les Lions de l'Atlas, et en l'absence de Dani Carvajal, a joué son tout premier match officiel avec le Real Madrid. Et Zinedine Zidane, qui a donc fait confiance aux jeunes international marocain, Hakimi, lors de la dernière journée, le match face à l'Espagnol Barcelone. Et pour une première apparition dans un match officiel chez les pros, Hakimi, on le rappelle, il n'a que 18 ans, a répondu présent. On écoute le coach madrilène évoquant la prestation de l'international marocain. Il est au micro de notre consultant, de notre correspondant à Madrid, Frédéric Armel. C'est pas une responsabilité, c'est une opportunité justement qu'ils ont. Ils font partie de la plantille, ils font partie, c'est des joueurs qui veulent montrer qu'ils peuvent jouer dans cette équipe et à chaque fois qu'ils ont l'occasion, par exemple aujourd'hui pour Araf, il a très bien joué. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'en fait c'était son premier match au Bernabéu, et ça c'est intéressant parce que ça prouve bien qu'il est méthode, qu'il est dans l'esprit, et que s'il a l'opportunité, il a saisi. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, il a bien joué, il a fait un match sérieux. Donc ça veut dire qu'on peut compter, enfin je peux compter sur lui, parce que c'est juste ça, quand ils ont l'opportunité de jouer, moi je ne vais pas avoir peur de les mettre, ça c'est clair et net. Dani Carvajal n'est pas là, c'est le deuxième arrière droit naturellement, donc il a sa chance et il a bien saisi, merci. C'est-à-dire maintenant, en fait, j'ai même du mal en français, tu te rends compte? Voilà, il en perd son français, heureusement qu'il y avait Fred Hermel. Heureusement qu'il y avait Fred Hermel pour aider Zinedine Zidane à finir ses phrases et à s'exprimer. C'est vraiment un acquis pour l'équipe du Maroc, ce jeune, il a 18 ans. Cette équipe du Maroc est très jeune. Il y a Mendil, quand il reviendra, il a 19 ans. Il y a aussi Harit. L'avenir est assuré si jamais ces joueurs. Ça veut strictement rien dire. Ça veut strictement rien dire d'une part. C'est le jaune direct. Voilà. Donc, tu peux pas. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça au présentateur vedette de cette émission. Ce que tu dis, ça veut rien dire. Voilà. Mais tu retiendras surtout le terme vedette. Il aurait pu s'arrêter à présentateur tout court. Non, mais tu sais, moi, entre son ego et sa veste, non, on peut pas dire ça parce qu'on sait pas comment des pépites. Est-ce que vous vous rappelez juste d'un Hakim ou Hachim Mestour? Oui. Ouais. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais te dire. Non, moi, je vais sauf que Hachim Mestour, il avait 15 ans, on en a fait une vedette avant l'heure au Milan. C'était de YouTube. C'était un jongleur. Un freestyler. Un peu de bonne foi. Vous vous rappelez comment on nous l'a vendu? Vous vous rappelez la première sélection avec qui? Entre-temps, il est où? Il est en train de faire sa dernière année de contrat à Milan. Il n'est même pas sûr qu'il continue à jouer au football. Bref, tout ça pour dire que... Moi, j'ai un exemple encore plus terrible. Mais il y en a un milliard d'exemples. Des exemples terribles. Non, je vais te dire deux choses. La première, c'est que moi, je vais mettre le curseur en 2004. En février 2004, on est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a sur le terrain une équipe très jeune. Il y a Schmar qui est jeune, Moursaleh qui est meilleur buteur de la compétition qui est jeune, etc. Je ne vais pas faire toute l'équipe. Et une année après, on est demi-finaliste de la Coupe du Monde junior. Oui. 2005, en 2005, avec du Bendamo, Yajor, etc. Ahmadi qui est resté. Voilà. Et là, on se dit, on a une équipe nationale jeune, on a des jeunes qui sont demi-finalistes, donc dans le top 4 mondial, on a pour 10 ans de gloire, quoi. Bon, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Il y a un problème on n'arrive pas, nous, en général, à capitaliser là-dessus. Mais moi, pourquoi je suis, disons, confiant? Parce que Hakimi, il est au Real. Et le Real, aujourd'hui, il est géré par quelqu'un qui fait progresser ses joueurs. Voilà. Quand on voit, même une année, 2 années, il va sans doute être prêté si jamais le poste est bouché par Carvajal, qui n'est pas non plus, enfin, je veux dire, qui n'est pas en baisse de forme. Voilà. Mais il emmagasine, des moments précieux. Ce bonhomme-là, à 18 ans, dans 2-3 ans, s'ils enchaînent comme ça les Ligues des Champions, même s'ils ne la gagnent pas, ils sont au top niveau mondial. Je veux dire, ce bonhomme-là est une mine mais
encore une fois, il faut de la continuité dans notre équipe Non, nationale. mais au-delà de ça, au-delà de la continuité voudrait qu'on aille sur tout un bloc, c'est-à-dire une somme de joueurs. Maintenant, effectivement, des pépites éparses, oui. Achraf Hakimi, quand il commence à 18 ans, dans un club aussi prestigieux que le Real, effectivement, va faire très certainement, qu'on le veuille ou pas, on le veut, une grande carrière. Mais il n'est pas dit que tous ceux qui vont l'entourer, aujourd'hui on est en train de gonfler peut-être un petit Harit, mais Harit est à Schalke 04, il n'a encore rien prouvé, il a juste fait le buzz en quittant une sélection française pour une sélection marocaine. Effectivement, le seul jeune qu'on a... Excuse-moi, Oui. excuse-moi. C'est pas le cas. Je ne vais pas te donner un carton rouge, mais il est titulaire à Schalke 04 en Bundesliga. Non mais il faut arrêter. Le seul problème, c'est que j'ai pas de carton, je t'en aurais déjà donné moi aussi. De quoi tu me parles? Des titulaires marocains qui ont joué en Bundesliga, il y en a eu 15 ces 15 dernières années. Dont certains ont opté pour la Mannschaft, donc c'est celui de l'Eintracht Francfort. L'Arabi. Effectivement, des titulaires en Bundesliga et en première division hollandaise, on en a vu un camion. Il y en a combien qui ont véritablement percé? Pas un camion, monsieur. Un camion, dans les camions. L'Arabie, on aurait été très très heureux de l'avoir. Oui, bien sûr, mais je veux dire, pas là, tous n'ont pas forcément choisi de venir jouer pour le Maroc et tous n'ont pas forcément percé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul joueur qui a eu une véritable formation, c'est Achraf Hakimi, qui aujourd'hui qui a fait un match en équipe première avec le Real, c'est Hakimi, oui, lui. Mais pour pouvoir justement avoir une équipe en or marocaine plus tard, il faudrait qu'on ait un bloc de joueurs justement jeunes et qui soient titulaires dans des grands clubs, ce qui est loin d'être le cas. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Je me permets parce que tu vas te donner carte rouge. Non, mais il est en train de me piquer mon rôle de grognon, donc je vais. Non, je ne crois pas. Non, moi je trouve que tu vas un petit peu trop loin. Les joueurs dont tu parles, il y a deux choses. Il y a le parcours individuel de joueurs qui ont très souvent été décevants. Même Tsarab était présenté quand il était à Tottenham comme une future star du foot mondial. Il a fait du Milan, c'est Tsarab. Je vous rappelle par exemple qu'un joueur comme Thibaut Kanin, qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde Junior, faisait partie de la génération Schneider et c'est quelqu'un qui était promis. Voilà. Il y a eu des joueurs qui sont un peu perdus sur la route. Messi. Voilà. Et je voudrais juste vous dire que Nabil Zahra était troisième meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2005 derrière Messi et Fabregas. Voilà. Il y a eu des joueurs qui sont perdus par choix individuel. Il y a eu des joueurs, et il y a également, ça c'est d'une part, il n'est pas interdit de penser que sous l'effet de cet exemple, la nouvelle génération fasse des meilleurs choix. On peut espérer ça. Voilà. Donc on va déjà espérer ça. Et deuxièmement, on va également espérer... On reste dans l'hypothétique. Oui, non mais d'accord. On sommes encore dans l'hypothétique. Mais les gens apprennent quand même, les gens apprennent. Oh, ils apprennent pas grand-chose. La deuxième chose que j'ai envie d'espérer, c'est que cette équipe nationale forme un bloc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un certain esprit. Je pense que ce qu'on voit sur le terrain, je le répète, ils font plus ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent, est très différent de ce qu'on avait il y a 5-6 ans. Voilà, c'est quand même très différent en termes d'implication, en termes de mobilisation. Oui, c'est très différent. Non, mais sérieusement. Pour moi, un type comme Bossofa, par exemple, que j'ai critiqué des heures et des heures et des heures, je trouvais très insuffisant. Ce bonhomme-là, aujourd'hui, est émouvant par le fait qu'il aille au Mastic avec 20 kilos de moins que tous les gens qui sont en face. Oui, mais ce que tu es en train de faire, c'est pas Messi. Tu es en train de faire un diagnostic de l'instant. Et effectivement, il faut être fou. Moi, je ne sais pas me projeter, moi. Ah, bah ça c'est une autre histoire. Non, attends, ce formidable présentateur modèle qu'on a ici en face de nous te dit qu'avec la génération qu'on a aujourd'hui, on peut être tranquille sur les 5-6 prochaines années. On peut espérer. Je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui insuffle cet état d'esprit? On peut postuler que c'est Renard. Renard n'est pas là pour 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a des garçons qui font ce qu'ils peuvent et pas ce qu'ils veulent, parce qu'il y a derrière un bon ce qu'ils peuvent et pas ce qu'ils veulent, parce que derrière, il y a un grand général des armées qui veille sur ses casernes. Ouais. Mais aujourd'hui, Renard n'est pas amené à rester ici pendant 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on n'a pas cette culture, je trouve. Très honnêtement, je trouve qu'on n'a pas cette culture qui fera qu'on peut capitaliser sur un groupe juste avec l'envie. Donc le talent, je trouve qu'on n'a pas tant que ça. C'est ce que je veux dire par là. On a du Hakimi, effectivement, parce qu'il est encore au Real, tant qu'il est au Real. Parce que moi, Hakimi, quand Reda te dit, imaginons, Carvajal, j'espère pour lui qu'il va revenir, que le Real prenne un arrière droit, qu'il faille prêter Hakimi, ou là qu'il va vendre Hakimi. Qu'ici, il va dans un club moindre, et qu'il va se... Parce que Zahar, il est à l'éventé aussi. Hein. Donc il va dans un club moindre, qui va s'enterrer là-bas, Hakimi, dans 3 ans, tu le revois quasiment plus. Donc ça veut strictement rien dire. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être mettre en place, c'est intrinsèquement un état d'esprit qui ne soit pas tributaire d'une seule personne qui est Renard. Maintenant, pour le talent, on n'a pas, je pense, cette somme de talent élargie qui fait qu'on peut être tranquille sur 4-5 ans. Donc je ne suis pas d'accord avec toi, malgré tes cartons. Mais ce n'est pas grave. Donc pour Hakimi, qui retrouve donc la sélection après sa première titularisation, aujourd'hui, l'équipe du Maroc a son destin en main, c'est ça la bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire aussi, l'équipe du Maroc. Non, le Gabon un peu moins. Le Gabon un peu moins, parce que si la Côte d'Ivoire bat le Maroc, la Côte d'Ivoire va passer. Une sélection gabonaise donc
qui mise beaucoup sur, bien sûr, le retour d'Aubameyang, même si, comme tu le disais tout à l'heure, Reda, ça peut créer des problèmes. Le retour également de son gardien Ovonou, le retour aussi peut-être de Lemina. Par contre, moi, j'ai pas vu mon ami Evuna. Evuna, Evuna, on l'a pas vu. On l'a perdu aussi. Parce que j'ai une très belle histoire d'amour avec Evuna qui a duré longtemps. Footballistique, moi, je m'entends. Evuna qui a fait les beaux jours du Wydad. Ouais, enfin les beaux jours, il faut le dire vite. Les beaux jours, l'année, une belle année du Wydad. Restez avec nous donc les amis, on va se retrouver dans un court instant pour évoquer cette fois le côté logistique, organisationnel de cette rencontre. Un match, je vous le rappelle, qui se jouera à guichet fermé samedi à Casablanca. Restez avec nous, on va se retrouver dans un court instant. Voilà, c'était tellement chaud sur le plateau qu'on a réduit la durée de cette mi-temps, une petite mi-temps de quelques secondes. Donc, je disais, un choc qui se jouera à guichet fermé à Casablanca. Les quelques 45 000 places du complexe Mohamed V, combien 45 000 places ont été vendues, ont trouvé preneur en à peine 36 heures, les amis. C'est bien sûr la magie du retour des Lions de l'Atlas à Casablanca. Et aussi la magie des nouvelles technologies avec l'achat sur Internet de milliers de billets. On va voir les détails avec Sdiq Al-Alaoui, les responsables des relations internationales et des compétitions à la Fédération royale marocaine de football qu'on a joint au téléphone il y a quelques instants. Alors pour le match du 7 octobre, le match de l'équipe nationale contre son homologue du Gabon, 45 800 billets qui ont été, disons, conçus sur le système. Bien sûr, on déduit le nombre de billets distribués à titre gracieux et en invitation, notamment l'espace VIP, VVIP. Les tickets sont vendus dans un temps record, en moins de 36 heures. Tout le stock de billets a été épuisé. Nous sommes sûrs que, Inch'Allah, le public qui a acheté le billet rentrera au stade sans trop de difficultés, qu'il trouvera sa place et qu'il pourra encourager son équipe nationale dans les meilleures conditions. Bien sûr, le public, alhamdoulilah, marocain, lui seul fait le spectacle. Il n'a pas besoin d'allumer les fumigènes ni d'autres, disons, objets. Et j'ajouterais que c'est toujours bien de respecter l'hymne de l'adversaire. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est notre ami le Gabon. Et voilà, rendez-vous, Inch'Allah, le 7 octobre pour faire une belle fête de football et bien sûr remporter la victoire. C'est ce qui compte. Voilà. Voilà, une belle fête de football qui va se jouer donc à guichet fermé. Voilà, le public de Casablanca répond présent, pas seulement. Le public du Maroc. J'ai parlé exactement d'Internet, c'est le public du Maroc. Non, mais je suis très content que ça revienne à Casa. Amine a parlé du Maroc-Zambie. Moi, je peux rajouter le Maroc-Ghana, le Maroc-Ghana de 98. C'est un stade. Il y a aussi celui de Rabat qui a une grosse histoire comme ça, Moula Abdallah. Et d'ailleurs, ça a réussi au dernier match. Mais moi, j'étais très attristé, je l'ai dit souvent ici et ailleurs, par le fait qu'on ait tourné le dos à notre histoire footballistique pour créer un petit peu quelque chose de nouveau et qui n'a pas vraiment pris. C'est-à-dire, on a tourné le dos, quand je parle de notre ADN footballistique de l'équipe nationale, c'est ce stade, il respire le foot, il transpire le foot. On est là-bas, il y a une âme, on sait mettre la pression, le public de Casa, c'est un demi-penalty ou un quart de... Vous dites ça parce que vous êtes, vous êtes des Casablancais, parce que vous habitez à quelques mètres du stade. On le dit parce qu'on parle de l'histoire. On le dit parce qu'on parle de l'histoire. À un moment... Je suis désolé, si aujourd'hui, je demande à un jeune Marrakchi qui a suivi le Maroc-Algérie 4-0 qui a vibré pour ça, lui aussi, il va dire que l'histoire du Maroc, c'est aussi le stade de Marrakech. Alors, excuse-moi, je vais répondre à ça, c'est très simple. Jamais une qualification pour une CAN n'a été considérée comme un exploit au Maroc. Voilà. Donc, quand on parle d'exploit, on parle de qualification Coupe du Monde. Voilà, les deux dernières. En même temps, là, ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas fait, que ce soit en l'occurrence, 20 ans qu'on a. Voilà, en l'occurrence, elles avaient. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui te disent qu'ils doivent tout le temps jouer à Casa ou tout le temps jouer à Rabat. Mais il n'y a aucune raison de ne jamais jouer à Casa non plus. Non, voilà. On est dans cette situation. Moi, je sors à chaque fois, mais à chaque fois, je sors l'exemple. À chaque fois, je sors l'exemple de l'équipe d'Espagne, qui est quand même championne du monde, double championne d'Europe, qui joue un petit peu partout. Non, surtout l'Espagne. Dans les toutes petits stades du pays, l'équipe d'Espagne joue que très rarement au Bernabéu. Mais je pense que sur un match décisif, sur les deux derniers matchs,
ils iront à Madrid ou à Barcelone. Non. Pas forcément. Non, Je te dis ils n'iront pourquoi. jamais à J'y crois Barcelone. moyen. Ils Non, iront pas à jamais à Barcelone, mais effectivement, mais à Madrid. c'est pas le moment. C'est pas le moment. À un moment, il faut être un peu pragmatique, tu vois. On va oublier la diplomatie, etc. Et on va parler clairement. Il y a un public, que ce soit à Rabat ou à Casa, qui sait mettre la pression sur les joueurs adverses, qui sait mettre la pression sur l'arbitre, sur les adversaires, qui fait un petit peu peur dans le sens sportif du terme. Et ce public, il est là. Les nouveaux stades qu'ils ont construits, je suis désolé, avec les grandes pistes d'athlétisme, et avec cet accès très compliqué, Marrakech, c'est un stade d'invités. Marrakech, on est très loin. On est très, très, très loin. Non, mais il faut le dire. Non, mais ce qu'il faut dire aussi très clairement, et encore une fois, je ne fais pas injure à nos amis de Marrakech, sur le Maroc-Algérie, on y était, sur le Maroc-Mozambique, on y était, sur les grands matchs, on y est. L'essentiel des spectateurs viennent de Casa ou de Rabat. Il n'y a pas de Marrakech ou d'Agadir. Il faut le dire clairement, très sérieusement. Donc voilà, pourquoi pousser des gens à prendre des risques inconsidérés? Parce qu'on prend des risques inconsidérés à prendre la route tard le soir, à revenir tard le soir. Pourquoi faire prendre des risques inconsidérés alors que nous avons des stades ici complètement aux normes qui peuvent aujourd'hui, qui ont une histoire par rapport à ce football-là. Ce dont tu parlais à Gélès, c'est une deuxième phase. On peut très bien faire tourner l'équipe du Maroc. Agadir, c'est bien. Tanger, c'est bien. Je parle des stades, je ne parle pas des villes, toutes les villes. Fès, c'est très bien Fès, aussi. c'est bien. Demain, Tétouan, ça sera sûrement très bien également. Mais aujourd'hui, on est dans une phase de reconquête. On a besoin de reconquérir le public. On a besoin de se réconcilier. On a besoin de se qualifier. Donc on fait ça. Et ensuite, ça va être un tour d'honneur. Regarde, si tu veux, en match amicaux, quand on sera qualifié pour Moscou, on va faire un tour d'honneur, je t'ai dit. Et ça sera plein partout, ça sera la fête partout. Mais aujourd'hui, on a besoin d'appuyer un peu sur les Gabonais. C'est votre avis. Ouais. Je le respecte, même si je ne suis pas d'accord. Je le respecte, même si je ne suis pas d'accord. Alors, autre chose, les amis. Il y a eu un petit, pas avertissement, mais en tout cas une amende pour l'équipe du Maroc. Et franchement, là, j'y tiens énormément. Les supporters qui ont sifflé l'hymne national du Mali lors du dernier match. Je trouve que, franchement, moi qui aspire à ce que notre football, à ce que notre pays, à ce que notre supporter se comporte comme un tout autre supporter mondial européen, c'est vraiment siffler un hymne national, c'est trop. C'est même plus à la mode. Allez, on va dire, c'est même plus du tout à la mode. Bravo, merci beaucoup. Et que pour le prochain match et n'importe quel. Face à n'importe quel adversaire, il faut pas. Exactement, il ne faut pas siffler l'hymne national du Maroc et l'hymne national de l'adversaire. Cela dit, autre précision par rapport au. Est-ce qu'on peut siffler les adversaires? On peut siffler, mais pas leur hymne. Mais je préfère ne pas siffler l'adversaire, mais encourager plutôt son équipe qui va mettre 6 buts à l'adversaire. Alors, les 45 000 places donc, se sont écoulées en moins de 36 heures. Oui, très très sûr. Non mais officiel, on est bien d'accord. Autre chose, il faut préciser que les supporters qui n'ont pas de ticket n'ont absolument rien à faire dans les abords du stade du complexe Mohamed VI. Moi, je vais citer un ami qui me dit la chose suivante. On organisera bien des matchs de foot le jour où le stade d'honneur, le complexe Mohamed VI, donc le stade d'honneur sera plein et qu'on verra les escaliers. Voilà. Jusqu'à ce jour, ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que soit il y a des trous, soit c'est rempli. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 45 000, plus le couloir, plus l'entrée des endroits de stade. Voilà. Moi, je ne sais pas. Pour pouvoir voir les escaliers, il faut que tu puisses voir aussi les contours du stade. Voilà. C'est-à-dire que. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je pose la question. Moi, je pense que c'est un test. Candidement, de savoir si c'est vraiment 45 000. Parce que quand c'est vraiment blindé, ça n'est jamais 45 000. Voilà. Moi, je me demande ce qui nous passe par la tête. Voilà. Très régulièrement, on est des gens qui suivons le foot national, pas juste quand l'équipe du Maroc joue. Voilà, on a vu des derbies, des gros matchs, du WAC, du Laja. Je parle rien que du stade de Casa pour être tranquille. Tu vois. Aujourd'hui, le stade de Casa, depuis qu'il a été livré après la rénovation, il n'a pas encore eu de gros matchs. Il y a eu un derby, mais un derby qui n'était pas vraiment. C'est pas le gros derby avec les deux grosses équipes. Il y a eu très peu de matchs. On va pas de la Ligue des Champions africaine avec le Wydad. Bon. Ça a pas mal vibré quand même. Ouais, non, je ne parle pas de vibration. Je parle du côté, organisation. On ne va pas, soudain, gommer tous les défauts d'organisation qu'on a juste parce que c'est l'équipe du Maroc qui joue. Ceux qui vont aller voir, ceux qui ont vu le match du WAC ou le derby, c'est les mêmes que ceux qui vont aller voir l'équipe nationale. Les comportements sont les mêmes, les contrôles au stade sont les mêmes, les habitudes mauvaises et bonnes, y compris des autorités, les nôtres, etc., sont les mêmes. Donc on ne va pas se transformer en une coup de baguette magique parce que c'est la FIFA, parce que c'est Maroc-Gabon, parce que c'est décisif. On ne va pas respecter les numéros, les tickets, les couloirs, comme d'habitude. Il n'y a aucune espèce de raison d'espérer que soudain, parce qu'on a fait une émission
décision, là qu'on a fait un communiqué, ça change. Donc attendons-nous comme d'habitude, c'est-à-dire qu'un petit peu de désordre, un niveau acceptable, comme on l'a toujours vécu, et Inch'Allah, ça va bien se passer. Voilà. Non, mais le pire, là, il nous emmène sur un terrain qui est à la fois glissant, mais qui est très, très parce qu'on important. a d'autres sujets à voir. Non, au contraire, ça c'est très important, justement, par rapport à tout ce qui est organisation. C'est que le désordre ne vient pas toujours des couches auxquelles on s'attend. Des couches. Des couches, des supporters, en tout cas. des supporters. Oui, bien, voilà. Bien sûr. Voilà, ça veut dire que ça vient aussi parfois des gens qui organisent. Alors, on va refermer donc ce volet consacré à l'équipe du Maroc, à son match contre le Gabon. Je rappelle juste et rapidement que la Côte d'Ivoire donc dispute son match vendredi au Mali à Bamako face aux Aigles maliens. L'équipe ivoirienne qui sera privée de beaucoup de ses joueurs les plus importants, Seri, Gervinho, Boni, 6 joueurs titulaires qui ne feront pas le déplacement pour une raison ou une autre pour l'équipe, pour affronter l'équipe malienne. C'est la dernière ligne droite un petit peu partout, en tout cas dans cette course au Mondial 2018 en Russie, et le suspense est un petit peu partout aussi sur le globe. L'Argentine de Lionel Messi est en position inconfortable, et puis la Syrie. Oui, messieurs, la Syrie va disputer un pré-barrage pour continuer à rêver. Le Portugal, champion d'Europe, n'est pas lui non plus en si bonne place. On regarde le sujet, on en parle juste après. L'Europe fournit le plus gros contingent d'équipes participant à la Coupe du Monde, 14 en incluant la Russie, déjà qualifiée en tant que pays hôte, mais seule la Belgique s'est déjà assuré une place au tournoi mondial avant les 2 dernières journées. D'autres nations sont toutefois très bien parties pour se qualifier, soit lors du premier, soit lors du second match de cette fenêtre internationale. L'Allemagne qui compte 5 points d'avance en tête de son groupe C, l'Angleterre également en tête du groupe F, la Serbie en a 4 en tête du groupe D, l'Espagne aussi est plutôt sereine. En revanche, dans ces qualifications où seul le premier de chacun des 9 groupes est directement qualifié, d'autres nations majeures ne sont pas encore tirées d'affaire. Ainsi, le champion d'Europe portugais n'est que 2e de son groupe B, 3 points derrière la Suisse, et la France n'a qu'un petit point d'avance en tête de son groupe A avant un déplacement périlleux en Bulgarie. Le Brésil de Neymar est lui déjà qualifié, il reste 3 places directes et une via un barrage intercontinental. La grande question est, une Coupe du Monde sans maillot blanc rayé de bleu ciel est-elle vraiment une Coupe du Monde ? L'Argentine, finaliste en 2014, n'a pas manqué un mondial depuis 47 ans et l'édition 1970 remportée par le grand rival brésilien. Or, Messi et compagnie ne sont que 5e alors que seules les 4 premières places sont qualificatives. En zone Asie, l'Iran, le Japon, la Corée du Nord et l'Arabie Saoudite ont leur billet. Il reste une option en barrage intercontinental en novembre contre un représentant de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. La Syrie, en pleine guerre civile, pourrait-elle accéder à ce tremplin ? Son équipe a déjà réussi l'exploit de se qualifier pour un pré-barrage où il lui faudra affronter l'Australie les 5 et 10 octobre. Alors, Reda, est-ce que tu imagines une Coupe du Monde sans le maillot Non. blanc céleste, blanc et bleu ciel. sans Messi? Non, j'imagine pas ça. Et ça ne se produira pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de l'imaginer. parce que c'est bien gentil de donner une demi-place entre le barragiste sud-américain et le qualifié. Mais en fait, c'est, je pense, systématiquement le sud-américain qui en bénéficie. D'ailleurs, par rapport à ça. Donc c'est bien sympa. Mais les qualifs sud-américaines, avec leur formule de championnat global et le nombre de places par rapport au nombre de pays. 50%. Voilà, il faut. Alors que l'Afrique, c'est 50, 5 sur 50. 51. Mais alors, par rapport à l'Argentine, ça vaut ce que ça vaut. Je l'ai lu tout à l'heure, j'ai bien ri. La fédération, apparemment, offrirait 6000 places aux sociaux les plus durs pour venir encourager, pousser l'équipe d'Argentine. Et elle aurait, je mets tout au conditionnel parce que je l'ai lu, je n'étais pas avec eux, interdit l'accès aux femmes et aux enfants. Donc, ils veulent que des fous furieux sur ce match-là. Vous imaginez l'ambiance. Donc, je serais tenté de faire un peu le parallèle avec le complexe Mohamed. Ils ont le problème inverse que. Mais voilà. Nous, on essaie de ramener les femmes et les enfants pour calmer tout le monde. Sur ce match-là, ils n'en veulent pas. Et 6000 places gratuites pour les plus Non, mais fervents. cela dit, à part leur qualification qui est très probable, moi j'ai vu quelques matchs, parce que c'est souvent tard le soir les matchs d'Adam Sud, mais c'est vrai que le niveau de jeu
par rapport aux noms qui sont posés sur le terrain. C'est laborieux. Depuis très longtemps. Hein. Mais c'est laborieux, c'est-à-dire que même la Coupe du Monde, ils arrivent en finale. Là, ils ont changé 3 fois d'entraîneur. Voilà, même avec Sampaoli, c'est pas fluide. Ça manque de fluidité, ça manque de vitesse. Et en même temps, on a affaire un petit peu au syndrome Messi, c'est-à-dire qu'il attire le jeu parce qu'on attend tout de lui, mais d'un seul coup, ça paralyse tous les autres joueurs. Voilà, il y a très très peu de joueurs qui jouent libérés. Ils ont l'impression qu'ils ont tous le frein à main. En tout cas, c'est incroyable comme le collectif n'a pas pris. Voilà. Et qu'on est encore. Non, mais ce qui est juste, et surtout au niveau offensif. Oui. C'est à la rigueur, tu peux diviser l'équipe en deux. Derrière, bon, ça va, c'est des noms qui s'aiment plus ou moins. Mais devant, c'est quelque chose. C'est un club qui pourrait gagner la Ligue des Champions tout seul. En tout cas, a peine à. Une équipe d'Argentine qui sera privée des services d'El Kun Agüero, victime, le pauvre, il n'a même pas. C'est pas parce qu'on a l'habitude de voir des joueurs faire des accidents de la route eux-mêmes après une soirée, et là, il prend un taxi à Amsterdam et il se casse une côte et il manque bien sûr ce match décisif face au Pérou. Est-ce que, mes amis, la Syrie, qui est en pleine guerre civile, c'est la belle histoire, ils ont une quart de place peut-elle exactement accéder à la Coupe du Monde? Non, ils sont en guerre civile, je répète. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, bon. Voilà, on voudrait tous, pour donner un peu de bonheur à ce peuple qui souffre, qui passe. Maintenant, il faut passer l'Australie. Et un deuxième, on est quand même dans le... L'iniquité quand même. Oui, évidemment. En même temps, la FIFA te répondrait que les représentants, enfin, à chaque fois, ces barragistes ne sont pas allés très loin pour... c'est une belle histoire. Voilà. C'est une belle histoire. Tout ce qu'on peut dire, moi je ne les ai pas vus jouer, mais j'ai vu le commentaire du match. Alors je vais te répondre parce que c'est très important, cette histoire de place qu'on ne donnerait pas à certaines parties du monde parce qu'elles ne vont pas très loin, me rappelle cette histoire d'entrer en boîte de nuit quand on était jeune et qu'on te dise que tu es un habitué. Ouais. Bon, laissez-moi entrer souvent, je deviendrai un habitué. Donc, parce que la FIFA a souvent répondu ça par rapport au club africain. On ne donne pas de place supplémentaire parce que l'Afrique va pas loin. Ouais. Non, mais là, raison de plus, l'Australie, c'est pas un pays asiatique déjà. Toujours en demi-finale de Coupe du Monde. Non, mais l'Australie, elle a été rajoutée à la Confédération asiatique de football parce qu'elle avait personne avec qui jouer au foot. Voilà, oui, effectivement. Et moi, je prends juste les cas africains par rapport à l'Afrique, justement, pour le rugby. L'Afrique, on a justement beaucoup rétorqué qu'elle n'allait pas assez loin pour donner davantage de place. Mais oui, mais donne-lui 10 places, elle augmentera mécaniquement ses chances pour aller loin en Coupe du Monde. Sachant que c'est un argument qui est retournable, qu'on peut retourner comme un gant, on peut répondre à ça. Il y a énormément d'équipes européennes qui sont systématiquement qualifiées et qui ne font jamais rien. Jamais. Voilà, les Slovénies, mécaniquement, plus tu me donnes de représentants, plus j'aurai de chance d'aller loin. Ouais. Mécaniquement. En tout cas, c'est très beau à suivre. Moi, j'ai regardé le commentaire du fameux but syrien. Le deuxième. Voilà, c'est très beau. Non, mais bien sûr, mais parce que quand tu vois les malheureux ce qu'ils endurent, voilà, si ça peut leur apporter ce plaisir, il faut qu'ils s'y accrochent. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de l'Irak. L'Irak avec notre très cher Jorvan Vieira, qui avait été sacré champion d'Asie. Il faut dire qui est Jorvan, parce que peut-être que les gens... Voilà, avec le pays étant en pleine guerre, Jorvan Vieira qui était l'adjoint légendaire du regretté Mehdi Faria lors de la Coupe du Monde 1986 qui n'ont pas connu Mehdi Faria, Mexique. Et qui avait réuni dans l'équipe d'Irak toutes les factions chiites, tous les gens qui étaient en quasi-guerre civile autour de ce projet unique et qui en parlaient dans une très belle interview, je pense, dans SoFoot, où ils racontaient cette expérience à la fois humaine et des joueurs qui échappaient à des attentats qui venaient des entraînements et qui avaient réussi, alors que tout leur côté un peu tribal dans le reste du pays s'entretuait, à faire cette union sacrée pour avoir cette Alors, vu qu'on est dans des petites confidences, je vais quand même rappeler que M. Vieira, qu'on a beaucoup vu avec Reda, je pense, en tout cas à la radio, nous a bien fait la confidence qu'après le périple sud-américain, il avait essayé très vainement de trouver du travail au Maroc et on n'avait jamais estimé qu'il avait le niveau nécessaire pour entraîner au Maroc. Et par la suite, la belle histoire avec l'Irak, on la connaît. Voilà. Il avait aussi l'étiquette, la fameuse étiquette de préparateur physique, qui des fois, c'est-à-dire si tu nais préparateur physique, sache que tu vas mourir préparateur physique. Je peux citer juste en une phrase. Le syndrome Talib. Non mais voilà, j'avais pas envie d'en parler. Donc les amis, j'aimerais bien aussi qu'on parle de Gianluigi Buffon. Vous savez que j'adore les histoires de gardiens de but. Alors en Italie, on commence un petit peu à s'inquiéter du niveau de Gigi Buffon, plus vraiment décisif
décisif, que ce soit pour la Juve, le sextuple champion d'Italie, ni pour la Squadra Azzurra. On a vu la quantité de buts qu'il a pris ces derniers temps, surtout face à des clubs espagnols ou des sélections espagnoles. Mais si les difficultés de Buffon sont un petit peu un sujet, on va dire, tabou en Italie, on retrouve Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. C'est presque un sujet tabou parce que c'est vrai que ses prestations ne sont pas extraordinaires. C'est vrai qu'avec la Squadra, il y a Donnarumma et c'est aussi vrai que la Juve a acheté et a payé plutôt cher, 15 millions environ, Szczęsny, les gardiens qui étaient à Roma, propriété d'Arsenal, pour l'avenir, donc pour remplacer Buffon à partir de la saison prochaine. Il y a eu des matchs, et celle face à l'Atalanta, c'est le dernier, où Buffon n'est pas au top, où Buffon fait des petites erreurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, si Buffon a toujours été, qu'on peut dire, un joueur qui donnait 1, 2, 3, 4, 5 points en plus pendant une saison à la Juve, aujourd'hui, il est une gardienne qui, pour l'instant, n'a plus répété ces top niveaux qu'il a fait de lui le numéro 1 au monde pour plusieurs saisons. C'est vrai aussi que la défense de la Juve ne va pas trop bien, donc ne l'aide pas. Il y a eu beaucoup de polémiques, malheureusement, pour Mehdi Benatia, qui n'a pas été extraordinaire. Le départ de Bonucci a un peu brisé les murs qui étaient devant Buffon, qui l'aidait à être performant. Mais en Italie, il n'y a pas encore des gros pages des journaux contre Buffon. J'ai l'impression que c'est un sujet vraiment très compliqué à aborder parce que Buffon, c'est un symbole, c'est un monument. J'ai l'impression que s'il y a un droit à continuer à jouer pour ces monuments de football, que même la presse italienne a peur à aborder certains sujets qui peuvent fâcher tout le monde de football. Voilà, la presse italienne a peur, dit Simone Rovera, d'évoquer une retraite éventuelle ou en tout cas des erreurs de Buffon. Oui. Moi, personnellement, je fais valoir mon droit à l'absence totale de réaction par rapport à tout ça, parce que je trouve qu'on ne touche pas aux icônes. Ouais. Voilà, donc moi, Gigi Alors, moi, Amoroso, je refuse de dire quoi que ce soit dessus, parce que ça restera pour moi toujours le mec le plus classe du football mondial. On se rappellera juste de tout ce qu'il a pu faire justement sur un terrain, pas seulement dans les cages, mais par exemple quand, quand avec son équipe nationale on sifflait des hymnes, il demandait à ce qu'on a... Enfin c'est un monsieur qui respirait une classe folle, pas seulement physiquement, même dans son comportement. Mais juste là, donc, on parle un petit peu... Donc personnellement je vais avoir mon droit à refuser. Ouais, mais en fait tu as parlé beaucoup pour dire que tu ne parlerais pas quoi. Oui, voilà. Il fallait expliquer pourquoi. Mais là on est en train de parler un petit peu, si tu permets Amine, de compétitivité. Non. C'est la difficulté qu'ont ces joueurs de cette envergure qui sont en plus liés à un club. Moi j'ai deux exemples en tête qui ne sont pas très bien finis non plus, c'est Totti et Maldini. Voilà. À Sauf chaque que fois, là on parle de l'équipe nationale aussi. Oui, mais même et Totti. c'est ça, oui, c'est là où le bas blesse. Ces joueurs... Parce que Totti, il était plus titulaire. Voilà. Il jouait, mais ça s'est mal fini en club, Maldini aussi. Non, mais ce que je veux dire du mal de Gigi Buffon. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as atteint ce statut, quand tu es un mythe, quand tu as été le pilier, quand tu as été le numéro 1, quand par ton professionnalisme et ton sérieux, tu arrives à une carrière très longue parce que tu restes au top niveau, il n'y a qu'une seule façon de s'arrêter, c'est de le décider soi-même. Voilà, c'est de le décider soi-même et que soi-même, on se mette un peu en retrait parce que le moment où l'entraîneur te sélectionnera plus, non seulement tu le mettras en difficulté, tu mettras tes coéquipiers en difficulté. Alors moi je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste du poste ou du football italien pour savoir si ce moment est arrivé, mais c'est le scénario le plus, j'ai envie de dire, le plus respectueux de l'intérêt sportif et de la dignité du joueur. C'est-à-dire que lui-même commence à se poser des questions et se mettre un peu en retrait. On a eu le cas Casillas, mais le cas Casillas a été géré par le Real Madrid plutôt que par la sélection. Alors, tu me permettras, je vais Il y a eu le cas Raoul pour l'Euro 2008 où on a été obligé de le sortir de l'équipe et qui en l'occurrence a gagné son premier titre. Mais lui c'est différent, donc je vais lever mon droit à ne pas intervenir parce que je vais intervenir. C'était bien. Si, je vais lever. C'était court, c'était héroïque, c'était romantique. Le terme c'était romantique. Alors moi je trouve que c'est un cas particulier Buffon, parce que tu as été gardien. Oui. Tu as été gardien de but à ton niveau. Tu ne peux pas me comparer à Buffon. Moi, j'avais une idole. Moi, l'idole de ma jeunesse, c'est pas ça ce qui fait un petit peu la différence. Non, c'est Dinozof, qui a gagné la Coupe du Monde à 40 ans et le cas demi. Buffon, pour moi, est différent. Parce que je trouve que le poste de gardien de but, et là on l'a lu, parce que j'ai pas été gardien de but, on l'a lu partout dans la littérature consacrée au foot, requiert avant tout une seule chose, c'est la confiance. Donc je pense que les grands gardiens de but continuent à exercer tant qu'ils estiment qu'ils ont encore confiance en eux et pouvoir donner aux équipes qu'elles représentent. Donc Buffon doit estimer qu'il a encore assez
de jus sous la jambe pour pouvoir jouer. Si on l'appelle en équipe nationale, il vient jouer, il ne va pas dire non. Et bien sûr, il va Un gardien de venir. but, Mais quand lui, il va est-ce- tirer. et la question est-ce qu'il est assez lucide pour se juger soi-même? Mais bien sûr qu'il Il a est, lou- si un mec comme il a Buffon loupé n'est pas la Ligue- lucide, il a qui va loupé la l'être, finale de la les Ligue gars. des Champions. Il Mais n'a pas non. été bon. Il a loupé. Supercoupe. Voilà. Et il a pris Il n'a quatre pas buts. été bon non plus contre l'Espagne en L'Espagne, il s'est éliminatoire. pris, voilà, exactement. À un moment, Notre c'est ami- des gens. notre ami Et surtout Rovera, derrière, Rovera, derrière il y a un c'est jeune Rovera, Donnarumma. Rovera. Il y a Non, Simone mais- Rovera. Il y a Rovera, un jeune il- prodige il- qui est en il dit train une chose qui d'arriver. est très Et juste. l'Espagne a bien réglé cette Jalel, histoire entre De Gea notre ami et Simone, il dit et Casillas. une chose qui est très très juste. Il dit il n'est pas non plus aidé par sa défense qui a été déshabillée avec le départ de Bonucci. Bonucci. Voilà, donc à partir de là, si Sauf ce que monsieur-là Bonucci, il est avec lui assez- en équipe nationale. Oui, mais si ce monsieur-là est assez lucide pour savoir qu'il en a encore sous la semaine et qu'il n'a pas les défenseurs visiblement au regard assez bon pour le protéger, notamment en club, et qui peut encore dans l'équipe nationale, bah, tant qu'on le convoque, il y va, il n'a Moi, je pas vais vous dire se quelque retirer. chose. Moi, je suis inquiet non On ne pas, parle pas je de suis Buffon. inquiet pas seulement pour Buffon, je suis également inquiet pour l'Italie. Parce que l'Italie va être barragiste. L'Espagne est passée devant, c'est définitif. Ouais, c'est faux. Voilà, donc ils vont être barragistes. Ça risque d'être compliqué. Un barrage, c'est pas facile. Hein. Et je pense que si jamais l'Italie ne passe pas, il risque d'y avoir un vrai changement de génération. Et ouais. Buffon serait là-dedans de façon naturelle. Ouais, de toute façon, Voilà. Non, mais ça serait naturel. Voilà. Mais De toute façon, Et en lui, même temps, une Coupe du Monde en Italie, Naturellement. voilà. ouais, son plan de vol à Buffon, c'est de mettre un terme à sa carrière en Coupe du Monde et pourquoi pas avec un trophée. Juste en quelques secondes, il y a aussi un exemple en Afrique, Aissam El-Hadari, qui est parti à la retraite, qui est revenu, qui a qualifié l'Égypte, qui ne s'était plus pénètre, voilà. qualifié, qui s'était plus pénètre. qualifié pendant 3 Coupes d'Afrique des Nations pour être finaliste, Non, mais surtout de la Coupe du et Monde. en étant un acteur majeur, parce qu'il arrête les Bien sûr, les- Exactement, en étant un acteur majeur à un l'âge gardien de qui a jamais 20 ans de 43 moins que lui. Juste, une dernière phrase, ne refais plus ce genre de sujet sur Buffon, s'il te plaît, parce que ça la fout vraiment très mal. Et une dernière phrase aussi, tu es payé pour corriger mes erreurs sur les synthés, mes erreurs d'orthographe. Mais pas parce du que tout. tu l'as pas fait. Mais sur pas le- du tout, non, mais- sur le non, mais guichet c'est- fermé, donc on Non, non, s'excuse. non, 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 non. Et C'est faux, je déclare haut et fort que c'est faux. Et Amine Rahmouni, on assume pleinement la responsabilité de ces erreurs. Merci Je Amine. avais dit que c'était un thé. Non, mais c'est Exactement, c'était un thé. Merci. On est à Azabi. C'est la fin de. Voilà, exactement. C'est la fin, Pas mes payé amis, pour c'est la ça, fin de cette du tout. édition du club. Mille merci d'avoir suivi. On va se retrouver avec la même équipe, mais des fois sans faute d'orthographe. Et 3 points la de plus, semaine j'espère. prochaine. Et 3 points de plus. Ciao.